Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Yoga Lifestyle du Tigre Yoga Play. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les secrets de The Yoginist. Alors, qui est The Yoginist? C'est Caroline Perrineau que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation pour parler de yoga et de réseaux sociaux parce que finalement, ça envahit notre vie et il y a beaucoup de débats autour du yoga dans les réseaux sociaux. Et puis, on a beaucoup de sujets de discussion, donc bienvenue sur ce plateau. Alors, Caroline, tu as plus de 130 000 abonnés aujourd'hui, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tu as commencé ta vie professionnelle dans l'écologie, dans l'environnement, puisque tu as fait des études sur l'environnement, tu as même travaillé au ministère de l'Environnement. Est-ce que cette conscience écologique, tu l'avais déjà? Est-ce que tu l'as développée à travers le yoga? Je l'avais déjà vers mes 20 ans, au début de mes études, et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai encore, différemment. Mais oui, elle était déjà présente. Mais tu étais militante? Non, pas militante, on ne me retrouve pas dans les manifestations, mais vraiment avec cette sensibilité claire vis-à-vis de l'environnement, de la planète, de la société de manière générale. Ouais. Est-ce que tu trouves que le green mindset et finalement cette conscience écologique qui fait partie des valeurs des yogis sont assez présents aujourd'hui dans le monde et dans le quotidien des yogis, ou est-ce qu'on n'est pas en train de le perdre un peu au profit d'un ultra-consumérisme qui se développe sur le marché du yoga? Je crois que le green mindset est là chez les yogis. Si on suit en effet la philosophie du yoga, d'une manière ou d'une autre, on est amené à une plus grande conscience déjà simplement de son environnement, de ses relations, et en ça, c'est déjà un peu d'écologie. Néanmoins, comme toute forme de conscience et d'évolution vers l'écologie, il y a aussi malheureusement des tendances, ce qu'on appelle le greenwashing aussi, et des tendances consuméristes du coup qui viennent s'accrocher à ces développements, à ces prises de conscience. Donc oui, le yoga n'est pas épargné par ça, et il y en a, oui. Donc c'est à nous, professionnels du yoga, d'être vigilants et de rappeler que ces valeurs sont importantes, peut-être. Oui, même si je crois beaucoup aussi en la force du chemin personnel là-dessus. Et je ne suis pas là, moi je ne veux jamais me placer dans une posture de dire il faut faire comme ci ou comme ça. Pas de dogmatisme. Voilà, pas de dogmatisme. Ouais. Ouais. Alors, tu as vécu en Chine ensuite pendant 6 ans, à Shanghai. C'est là d'ailleurs où tu as démarré, tu as rencontré le yoga avant de partir te former à Bali. Est-ce que l'expérience chinoise, elle a marqué ta vie de The Yoginist? Dans l'esthétique, par exemple, le travail de l'image, est-ce qu'il y a eu une empreinte chinoise dans ton travail d'aujourd'hui? Alors, probablement, je dirais pas dans l'esthétique de ma page ou de ce que je produis, mais certainement dans mon approche initiale, puisque le yoga en Chine est très vite, est souvent abordé par l'aspect un peu gymnastique, qui est souvent un peu une porte d'entrée vers le yoga au départ, pour beaucoup de jeunes femmes notamment, mais ça a commencé plus en effet vers l'aspect très physique du yoga, très postural. Souplesse, posturale, exactement. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, tu es encore attachée à la Chine? Alors je suis pas, moi une partie de ma vie a été là-bas, j'ai vécu des super années là-bas, je suis contente d'en être partie aussi aujourd'hui. Ouais. Donc bien sûr, oui, j'ai des liens avec la Chine et l'Asie de manière générale. Ouais. Alors, quand tu as commencé The Yoginist, tu avais fait beaucoup de photos de toi dans des postures très belles devant des monuments de Paris ou dans des scènes avec des perspectives architecturales intéressantes. Est-ce que c'était un parti pris esthétique? Est-ce qu'il y avait un peu comme une volonté de mettre du vivant et du figé ensemble, un peu le mouvement et l'architecture froide et figée? Il y avait un peu de ça. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé mon compte Instagram, j'aimais beaucoup la partie esthétique du yoga, du corps, du mouvement. Et puis, Paris est quand même une super ville pour explorer l'architecture et les lignes et les perspectives. Et oui, donc j'ai utilisé un peu Paris comme une toile de fond pour souligner finalement ce travail de la ligne, mais vraiment en effet la partie esthétique. Et tu étais aidée pour les scénographies, pour essayer de placer les lignes du corps par rapport aux lignes des bâtiments, par exemple, ou des monuments? Non, pas du tout. C'était où tu as fait c'était beaucoup d'intuition? Ouais, et encore aujourd'hui, j'ai jamais planifié. Peut-être c'était dommageable pour mon emploi du temps du coup et mon organisation, puisque j'ai tout fait toujours de manière
organique, spontané, et encore aujourd'hui. Donc, et je veux que ça reste comme ça. Alors, est-ce que tu t'attendais à un tel succès quand tu as commencé? Non, pas du tout. Pas du tout. Avec du recul, je peux imaginer, en effet, enfin, je peux bien voir pourquoi le succès est arrivé, puisque c'était en 2015 quand j'ai commencé mon compte Instagram. Et c'était un peu l'année où le yoga en France commençait à exploser. Donc je suis arrivée, je crois aussi, je pense que j'étais là au bon moment, au bon endroit, et puis aussi de ce que j'ai fait, peut-être l'esthétique en effet a plu. Oui, ça c'est certain. Et il y avait c'est fait avec une croissance organique régulière. Est-ce qu'il y a eu des grands coups de pub? Est-ce qu'il y a eu des moments forts finalement dans la vie du compte Instagram The Yoginist? Là, genre un post qui t'a fait gagner 30 000 followers. Non, j'ai pas fait un buzz. Je fais pas partie des comptes qui ont fait un buzz tout d'un coup. C'est vraiment progressif et au fil du temps. Donc non, il n'y a pas eu un temps fort. C'est vraiment au fil des 5 dernières années que ça s'est construit. Ouais. Alors comment ça se passe la vie d'une yogi des réseaux sociaux? Est-ce que tu te sens libre ou prisonnière de ton image? Est-ce qu'il y a cette injonction du post quotidien? Est-ce que ça t'arrive d'en souffrir et de te sentir prisonnière de ce compte? Oui, complètement. Ça a commencé avec une grande liberté, ce que je disais dans ma manière de faire les photos. C'était vraiment, je prends une photo, je la poste et je me posais pas trop de questions. Aussi parce que j'étais pas très connue entre guillemets sur les réseaux, donc j'avais cette liberté de faire les choses comme bon me semblait. Et puis au fil des 5 années, bah oui, il y a une pression supplémentaire qui se met en place on voit qu'on gagne en popularité, que tout ça reste aussi assez éphémère. Il y a aussi toute une partie d'influence qui est arrivée après, qui est de l'ordre des contrats, des marques, qui sont une toute autre dynamique finalement que celle avec laquelle j'avais commencé, qui était purement de côté esthétique, joli, sympa, j'avais un message à passer. C'était quoi ce message? Au début, c'était vraiment sur l'aspect très... Moi, c'était Instagram, j'aimais beaucoup ce côté-là de l'image liée à un texte. Et l'image amenée à la curiosité, et donc au texte et à la lecture. Et c'est vrai que souvent dans mes cours de yoga, bah, c'était plus simple, surtout en débutant, de transmettre des postures, le côté très voilà, pratique posturale du yoga. Mais néanmoins, je crois que j'avais toujours quelque chose à dire derrière tout ça, que je trouvais... Et j'avais ce message peut-être du mal à le placer dans mes cours. Et du coup, Instagram était aussi un petit moyen de placer peut-être une réflexion. Voilà. Et à ce moment-là, tu enseignais et en même temps, tu avais ton compte. J'enseignais surtout et puis le compte. Et tu as commencé à avoir des demandes de marques, de contrats d'influence. Ouais. Et aujourd'hui, tu vis de ça ou tu vis plus de tes cours? Je vis plus de mes cours aujourd'hui que de l'influence. Et ça, c'est pour ça que je dis toujours, je suis prof de yoga avant d'être influenceuse. Alors, quand on est prof de yoga et quand on est yogi en général, on a cette idée du regard intérieur, du repli sur soi, de la connexion. Est-ce que c'est dichotomique? Est-ce que c'est presque un peu schizophrène d'être yogi et en même temps d'être en permanence connecté au regard extérieur de ces 130 000 followers? Alors j'ai cru que, enfin, au début je me suis dit, bon, je me suis pas posé la question. Et puis quand la question a été soulevée, en effet, à un moment où non seulement mon propre regard sur ce que je faisais, mais le regard des autres aussi, qui n'est pas toujours évident. Quand on est prof de yoga et qu'on est sur les réseaux, c'est pas non plus perçu toujours très bien de la part de la communauté. Tu as eu beaucoup de critiques, tu as essuyé beaucoup de critiques? Pas directement, mais on sent. On sent que c'est la prof d'Instagram. Et c'est vrai que ça, c'est un peu douloureux parce que je suis prof avant tout, j'ai fait une formation comme tout le monde. Et Instagram, finalement, est un outil comme un autre, comme un magazine pourrait être un moyen de communication pour un prof, un studio de yoga. Enfin voilà, c'était juste pour moi, Instagram, un moyen, un outil de faire parler de mes cours, de mon enseignement. Mais j'ai cru, oui, un temps que peut-être ça ne pouvait pas marcher ensemble. Pour les raisons que tu évoquais, ce côté repli sur soi, introspection et en même temps, là, pour le coup, réseaux sociaux, 130 000 personnes qui te regardent. Exposition permanente. Exposition permanente. Donc, je crois qu'aujourd'hui, j'apprends un petit peu à concilier les deux parce que j'ai aussi compris que j'étais pas seulement une yogini et que avant le yoga, j'avais une vie, que même avec le yoga, encore une fois, j'ai d'autres facettes aussi. Et que je ne souhaite pas faire croire aux gens non plus
que je suis voilà, l'image d'Épinal un peu du yogi qui ne vivrait que voilà, d'un repli sur soi. Non, je suis aussi finalement une femme de mon temps avec mes contradictions. Tes dualités. Mes dualités, et je crois que c'est finalement peut-être la vision la plus saine pour moi, c'est de ne pas chercher à présenter cette image parfaite, parce qu'à ce moment-là, moi je ne serais pas sur les réseaux en effet, mais plutôt d'explorer ces contradictions. Mais tu les explores et est-ce que tu les exposes? Est-ce qu'on les voit? Est-ce que tu parles beaucoup, de tes doutes? Parce qu'on connaît pas mal d'influenceuses qui font du yoga ou pas, qui utilisent Instagram pour exposer leur propre combat intérieur. Est-ce que toi, tu en as parlé à ta communauté? Petite dose, par petite dose. Parce que je veux pas non plus, je me sens responsable de ce que je peux mettre comme énergie même sur les réseaux. Donc j'ai pas envie, et puis aussi il y a le côté privé qui est toujours à respecter. Mais je pense qu'il y a des questionnements par lesquels je passe qui peuvent être intéressants pour la communauté et qui du coup je vais les partager. Il y en a d'autres par contre que non, je garde pour moi. Donc c'est un juste équilibre à trouver qui n'est pas toujours évident. Et tu as le sentiment d'avoir des élèves qui sont venus parce que tu étais The Yoginist et d'autres qui sont partis parce que tu étais The Yoginist? Probablement. Ouais. Et aujourd'hui, tu as combien d'élèves qui te suivent pour des cours? Là, c'est impossible à mesurer. Néanmoins, je pense qu'on a aussi une fausse image un petit peu des profs qui sont sur les réseaux. On se dit qu'ils sont sur les réseaux, donc ils doivent avoir beaucoup d'élèves, beaucoup de cours remplis, etc. C'est pas le cas. Souvent, c'est pas... Je crois que... Mais parce que aussi, je ne cherche pas ça. Je suis beaucoup dans mes élèves aussi, c'est du bouche à oreille beaucoup. Donc certainement que certains m'ont trouvé par les réseaux, mais je crois qu'essentiellement les élèves que j'ai gardés sur la durée sont des élèves finalement qui ont suivi mes cours, ont parlé de moi autour d'eux et du coup de fil en aiguille, sont restés. Donc tu veux rester avant tout une enseignante avant le reste? Oui, parce qu'Instagram, on ne sait pas combien de temps ça va durer. À choisir, tu préfères garder l'enseignement. Ouais. Et alors cette vie d'Instagrammeuse et d'influenceuse, elle s'organise comment? Elle te prend combien de temps? Est-ce que tu prépares à l'avance tes shootings photos? Tu fais des scénographies? Tu as une équipe qui t'accompagne? Pas du tout. Pour dévoiler un petit peu comment ça se passe behind the scene. Pas du tout, c'est complètement, là pour le coup, en 5 ans. Alors après, d'autres me diront, mais tu aurais dû organiser un peu plus. Et même moi, d'ailleurs, de temps en temps, je me dis peut-être que j'aurais dû, en effet, être plus professionnelle dans cette approche. Et en même temps, j'aime ce côté un peu candide et simple de me dire, j'approche le truc. Si ça me plaît, je le fais. Si ça me plaît pas, je le fais pas. Et ça reste spontané. Donc du coup, bah oui, ça me prend plus de temps, plus d'énergie, plus de contradictions, de questions. Mais je crois que ça me permet de garder une certaine authenticité, ce mot est très utilisé, mais une certaine fraîcheur dans la chose. Et voilà. Et si j'ai envie de changer demain et de faire autre chose, je me sentirai libre alors de le faire. Et alors, dans le choix des postures et des scénographies, tu t'inspires de photos, de livres, d'œuvres d'art, d'autres comptes Instagram peut-être? Oui, d'autres comptes Instagram, d'autres disciplines. Tu dessines avant? Tu fais des croquis de ce que ça va rendre? Pas du tout. Alors moi je fantasme complètement, j'ai un truc fou avec des moodboards partout. Des moodboards, moi j'adorais, avec une grande pièce en effet remplie d'inspiration. Non, je pense que c'est vraiment... en restant ouverte simplement à... Moi j'aime beaucoup cette recherche, même tant dans ma page Instagram que dans mon enseignement. Je suis très intéressée, bien sûr je suis faite de yoga, mais aussi d'autres disciplines. La danse compte beaucoup pour moi. Il y a le mouvement, le corps et tout ça sont des thèmes qui me passionnent, qui me plaisent. Et du coup, j'explore ça. Donc, que ça s'appelle yoga ou pas, j'en sais rien. Mais c'est une thématique que j'aime explorer et du coup, que je prends en photo. Mais là, je pense que dans les mois prochains, ça va aussi un peu changer. Tu vois, le côté postural de la photo un peu parfaite, je m'en suis lassée. Et je crois aussi que la communauté commence un petit peu à s'en lasser. De manière globale, pas seulement sur mon compte, mais je pense qu'il faut aussi donner peut-être une autre image du yoga et puis du corps, de sa relation au corps. Donc je pense que moi je suis très heureuse de t'entendre dire ça parce que c'est vrai que à la fois c'est très attirant et donc ça donne envie à beaucoup de gens et ça rend les images belles, esthétiques. Mais je pense que ça crée aussi des freins psychologiques majeurs aux personnes qui voudraient se mettre au yoga et qui vont se créer des schémas auto-limitants en se disant mais moi je ne suis pas souple, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, pardon.
Et donc, je ne suis pas faite pour le yoga. Et on ne renvoie pas la vraie image de ce qu'est le yoga. On peut être pas souple, vieux, justement, on aimerait pouvoir dire qu'il n'y a pas de morphotype du yogi et que c'est accessible à tout le monde. Et donc, toi, je suis heureuse de t'entendre dire que justement, tu touches toi-même du doigt cette contradiction, puisque tu montres justement, toi, toute la beauté de la posture. Alors, oui, et en effet, mais je pense qu'il ne faut juste pas prétendre non plus vouloir représenter toutes les facettes du yoga, parce que c'est impossible. Je suis qui je suis Caroline, j'ai le corps que j'ai l'esthétique que j'ai, les goûts, les envies que j'ai. Donc forcément, je ne représenterai jamais toutes les facettes du yoga. Mais en tout cas, de suggérer, de dire, bah voilà, le yoga, il y a ce que je peux représenter, mais il y a aussi tout le reste, sans nécessairement pouvoir moi-même le représenter. Je trouve que ça c'est un peu... Ça a ses limites, et on sait qu'au fond, le travail du yoga, il ne se joue pas dans la... D'ailleurs, attends, juste... il y a beaucoup de profs où je vois qui étaient un peu anti-réseaux sociaux, anti-Instagram, et puis finalement tout le monde s'y met. Et puis après, ça devient presque un jeu parce que c'est addictif. Et on a cette petite déchirure entre se dire je veux vivre caché parce que je n'ai pas besoin de m'exposer, et en même temps on a cette petite lutte. Toi, il y a des personnes que tu as conseillées ou que tu as aidées pour justement créer leurs réseaux sociaux dans le yoga? Oui, on m'a déjà... ça m'arrive via ma page Instagram, en effet, de recevoir des messages de profs, souvent des jeunes profs, qui se posent la question de la nécessité ou pas d'être sur Instagram. Alors à chaque fois, moi je rappelle, le yoga a existé avant Instagram, il existera bien après, heureusement, et on peut être prof sans utiliser les réseaux sociaux. Néanmoins, c'est vrai qu'Instagram aide énormément dans la promotion, tout simplement, comme moi je le dis aujourd'hui, la promotion de cette propre activité, c'est gratuit. Si on est dans le visuel et qu'on aime bien l'aspect esthétique de sa pratique du yoga, je pense que du coup, assez facilement, ça permet de se faire connaître. Donc, il ne faut pas diaboliser Instagram. Moi, je rappelle toujours que c'est un outil. Et que le plus important, c'est vraiment de savoir ce qu'on veut faire de cet outil. Donc, souvent, mon premier conseil à les personnes qui souhaitent et qui sentent d'utiliser comme un moyen de communication sur leur activité, c'est avant même de vous engager là-dessus, c'est posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez faire de cet outil. Ouais. Donc voilà, ça c'est une des premières questions importantes, je pense. Quelles sont ses valeurs et ses messages. Et après, est-ce que tu fais des tutos pour utiliser Instagram? Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui voudraient se lancer ou au contraire développer leur communauté et qui n'arrivent pas à dépasser les 300 abonnés? Non, alors j'ai pas de tuto, j'ai pas de boîte à outils nécessaire. Alors il y a des tips très très concrets bien sûr qui existent et on en trouve plein sur internet, et je pense que bien sûr je pourrais les répéter, mais c'est pas l'essentiel. Je pense encore une fois, par contre, il y a la question de fond de quel sens on veut donner à sa présence sur Instagram, quelles sont ses limites, ses valeurs, les écrire, ce genre de choses, je pense que c'est toujours utile. Mais non, je fais pas de tuto en ligne, mais je préfère communiquer directement. C'est un peu comme les cours de finalement à distance, c'est bien, mais ça limite parce qu'on ne connaît pas les gens, leur corps, leurs besoins, leurs limites, et c'est un peu la même chose d'une certaine manière pour Instagram. J'aimerais plutôt... Mais est-ce que pour des jeunes profs qui débutent et qui ont besoin d'acquérir quand même une communauté d'élèves, et je suis désolée de le dire, mais à un moment qui ont besoin de manger, est-ce que ça aide vraiment à développer son commerce de l'enseignement du yoga? Ça peut, si l'énergie est bonne derrière. Je pense que si en effet on est dans le besoin, on est sous cette oppression de se dire il faut être sur Instagram parce que j'ai besoin de gagner ma vie, mes cours ne prennent pas, et qu'on commence à mettre finalement, faire sa pub sur Instagram alors qu'on déteste ça, qu'on déteste la communauté, etc. J'ai envie de dire stop, il y a même pas la peine, c'est pas la peine de forcer. C'est comme tout dans la vie, je crois que si c'est pas son truc, il y a d'autres options et d'autres possibilités. Donc vraiment pas de pression. Et toi, cette pression, il y a des jours où tu as eu envie de tout arrêter parce que tu supportais plus la pression d'Instagram? Tu as déjà eu envie de dire fermer le compte, merci, au revoir? Je suis pas en plein dedans parce que j'ai pas envie de fermer le compte, mais par contre là c'est la première fois où j'ai un mois de off. Je ne poste plus, je ne mets plus de story, je ne
voilà, je communique plus. Et Prévenu, tu as expliqué à ta communauté? Parce que c'était pas. Alors j'ai prévenu dans le passé, ça m'est arrivé de temps en temps de dire une semaine à l'avance, je vais prendre une semaine. Et en fait, et en revenant, j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment. Plus un peu, d'une certaine manière, je me dis c'était un peu la communication à nouveau, de dire je ressors d'Instagram et je reviens en ayant tout prévu. Et je me rendais compte que finalement, c'était un peu comme si je l'avais calculé. Et là, j'ai juste eu besoin, littéralement, fondamentalement, dans mon corps et dans ma tête, de dire stop. Donc j'ai arrêté, je ne pouvais pas prévenir. C'est un peu, tu tires la sonnette d'alarme et besoin de partir. Donc là, j'ai fait ça. J'ai fait mes bagages, je suis partie pour revenir mieux. Mais là, pour le coup, je me sens, ouais, j'ai l'impression que c'était plus... Et là, ça te manque? Tu as envie de revenir? Il y a des choses qui me manquent, il y en a d'autres qui me manquent moins. Mais oui, j'ai envie de revenir parce que j'ai surtout changé, je pense, ce que je voudrais amener. Je me sens plus libre aussi de changer un peu de bord. Ouais. Donc on va découvrir un nouveau conte The Yoginist. Je suis très contente qu'on puisse en parler ici aujourd'hui parce que je sens quand même qu'il y a une forme pas de douleur, mais un peu de déchirement et de remise en question importante pour toi en ce moment. Mais je crois que c'est pas anodin ce que tu nous racontes comme ça, à l'air de rien. Ouais, non, je crois que c'est ça. Au début, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis pas vendue au monde d'Instagram alors que je suis prof de yoga là? Et en fait, je me dis, c'est encore une fois toujours cet équilibre dans la vie d'une manière générale, de savoir se remettre en cause de temps en temps, en question, et de repenser les choses. Je pense que c'est la manière la plus saine finalement d'avancer sur le chemin d'Instagram et dans son enseignement, même de manière générale, de savoir se poser des questions de temps en temps, dire est-ce que vraiment je suis toujours heureuse là-dessus? Oui, non. Comment je peux modifier? Et donc, je me dis que finalement, je suis assez saine et humaine, quoi. Non, mais savoir questionner sa propre intégrité en se demandant est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis pas devenue un pur produit marketing? Est-ce que je suis intègre et cohérente par rapport à mes valeurs de femme et de yogi, par rapport à mes dualités? Je trouve ça bien aussi que nous, on puisse dire aux personnes qui nous écoutent, nous aussi, on a des doutes. Parfois. Complètement. Et il faut en avoir, je crois, de temps en temps. Bien pas sûr. tout le temps, il faut savoir aussi bien sa fondation, mais de temps en temps. Moi, je sais que c'est une fois tous les 5 ans. En général, il y a un gros revirement de situation. J'avais vécu 5 ans en Chine et avec un travail que j'ai changé au bout de 5 ans. Bon, là, je reste prof de yoga, ça c'est certain. Mais voilà, je repense. On se retrouve, on se donne rendez-vous dans 5 ans sur le plateau de l'émission Yoga Lifestyle. Alors, donc cette émission, tu l'as compris, elle est beaucoup autour du yoga et de l'art de vivre du yoga. Donc, on essaye de donner à nos spectateurs et nos auditeurs des conseils de vie. Et on a une question qu'on pose que j'aime poser à tous nos invités autour du thème de la désorientation. Parce que beaucoup de personnes, et nous en faisons partie, sont très désorientées parce qu'il n'y a plus de repères spatio-temporels en ce moment. On ne sait pas où partir, quand, qu'est-ce qu'on va faire, quand on va rouvrir, quand on va reprendre une vie normale, le où, quand, comment est très perturbé. Et psychologiquement, ça crée des vraies perturbations. Alors, quel serait toi ton conseil pour lutter contre ce phénomène de désorientation? Ça, dans mes grands apprentissages du yoga, quand même, moi, ce que ça m'a apporté beaucoup dans cette période sans cesse en effet de mouvance, c'est de savoir revenir aux choses qu'on a déjà. C'est-à-dire le moment présent, on est là. Ça, on le sait. Je suis avec toi aujourd'hui. Je sais dans les prochaines minutes ce qui va se passer. Et déjà ça, revenir simplement à des choses un peu plus essentielles et plus palpables qui sont juste la réalité du moment présent. Aussi savoir la fameuse gratitude dont on parle souvent, mais de dire qu'est-ce qu'on a déjà acquis aussi, qu'est-ce qui est là. Ça peut partir demain, certes, mais là, maintenant, on l'a. Une famille, un entourage, quand bien même distant, mais toutes ces choses-là, je crois qu'il faut savoir revenir, en effet, arrêter d'être dans l'anticipation sans cesse finalement, et dans est-ce que je serai dans 6 mois, ça réduit vraiment la limite temporelle et géographique, et je crois cette conscience du présent est vraiment importante. Merci beaucoup pour ce conseil, donc la conscience du présent. C'est important et je crois que ce début d'année il est compliqué parce qu'on avait tous un peu l'espoir qu'on allait
se retrouver, reprendre une vie normale, retrouver le chemin des studios. Il y a une déception de ne pas se retrouver, voilà, comme on l'espérait ce 20 janvier. Et on ne sait pas quand. Mais voilà, pour nous, c'est important de continuer à partager, à communiquer. Et j'espère que vous aurez tous apprécié cet entretien avec Caroline. C'était vraiment intéressant et je trouve que c'est passionnant d'avoir une personne qui est capable de se livrer et d'ouvrir le rideau et de dire bah, « Regardez, derrière, je suis comme ça ». Merci beaucoup pour ta sincérité, ton authenticité et, voilà, et tes belles valeurs de yogi. Merci à toi. Merci à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un live pour une émission dans laquelle je recevrai l'ambassadeur d'Inde à Paris. Et vous verrez, c'est très intéressant. Merci à tous et à bientôt. Namasté.